Je m'appelle Marie-Thérèse Réchet, née Roca. Je suis née à Sidi Bel Abbès. Il n'est pas facile de parler de nos 50 ans de silence et de souffrance. Aujourd'hui, les langues se délient davantage et l'écoute de journalistes nous donne espoir. Nous ne pouvons plus garder au fond de nous les souvenirs aussi douloureux. La reconnaissance de la mort des 150 000 harkis et les attentats du 11 septembre 2001 à New York ont eu un effet boomerang dans ma tête, avec des flashs vieux de 40 ans à l'époque qui me sont revenus en mémoire. J'ai ressenti la peur et la détresse des victimes pour les avoir vécues, mais sans soutien psychologique ni financier à l'époque. Mes parents, fils d'immigrés espagnols depuis 2 générations, sont nés en Algérie, avaient la nationalité française, se sont mariés là-bas et ont eu 6 enfants. Ni ma mère qui travaillait à l'hôpital de Sidi Bel Abbès, ni mon père qui était chef de chantier en maçonnerie, n'étaient engagés politiquement. Pendant tout le début de la période appelée les événements, nous vivions en parfaite harmonie entre toutes les communautés. En dépit du danger que nous sentions sourdre, nous nous sentions protégés par la Légion étrangère, berceau de la Légion étrangère Sidi Bel Abbès, évidemment. L'insécurité pour nous a commencé à monter vers 1959, où nous avons connu le couvre-feu tous les soirs. Nous avons été marqués par les fameuses nuits bleues, où pour calmer nos peurs et nos angoisses, nous nous recroquevillions entre frères et sœurs et nous comptions les bombes les unes après les autres. Nous craignions aussi les perquisitions sauvages. J'avais 11 ans et ma sœur avait 8 ans. Nous avons assisté au mitraillage d'un manège sur une place proche de la maison. Les balles sifflaient, les gens hurlaient, se jetaient par terre. Avec ma sœur, comme anesthésiée, nous avons pris des poussettes qui étaient à portée de nos mains, avec des enfants qui criaient, et avons couru nous mettre à l'abri chez nous, où déjà une vingtaine de personnes s'étaient engouffrées. Quelques mois plus tard, je discutais avec un copain âgé de 12 ans, et au moment de déjeuner, nous nous sommes séparés. À peine avait-il franchi le seuil du milk bar que tenaient ses parents, qu'une bombe a explosé à l'intérieur, tuant son frère de 7 ans et le laissant, lui, handicapé à vie. En juin 1962, mes parents, conscients de l'aggravation de la situation, décident, afin de les mettre à l'abri, d'envoyer mes 2 sœurs de 12 ans et 8 ans en colonie de vacances pour 2 mois en France. Ces camps étaient organisés par des directeurs et instituteurs en place à l'époque. Le danger devenait de plus en plus pressant pour mon frère âgé de 18 ans, car les garçons de son âge étaient réquisitionnés par le FLN. Il faut savoir aussi que les places de bateaux ou d'avions s'obtenaient difficilement. Au matin du 5 juillet 1962, ma cousine, qui avait réussi à obtenir 3 places de bateau, en propose une pour mon frère. Maman était au travail, papa me demande de préparer en catastrophe la valise et court prévenir à leur travail maman et mon frère. Papa avait la veille au soir rangé sa voiture au garage en disant qu'il ne s'en servirait pas ce 5 juillet, jour où les Algériens fêtaient leur indépendance. Contre mon avis, lui rappelant ce qu'il avait promis la veille, contre l'avis d'un de ses amis, mon père décide avec mon oncle d'emmener au port d'Oran dans sa voiture sa mère, sa nièce et mon frère. Et son fils, en fait, pour les mettre en sécurité en France. Vers 15 heures, il y a eu sur le port un vent de panique. Le bateau où avait pris place ma grand-mère et ma cousine commençaient à s'éloigner du quai avant que tout le monde ait eu le temps d'embarquer. Mon frère a sauté sur les bassingages et s'est agrippé à une corde pour se hisser sur le pont. Les coups de feu claquaient de plus en plus, les gens couraient et criaient. Vers 15h30, mon père et mon oncle étaient encore vivants et présents sur le port d'Oran. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle. Comment réussir alors à faire le deuil de personnes dont on ne retrouve aucune trace, ni des corps, ni de la voiture? Des Algériens ont demandé de l'argent et des médicaments à ma tante pour mon oncle disparu,
qui venait de se faire opérer de la vésicule. Nous nous sommes alors dit, ils sont vivants, prisonniers ou hospitalisés. Un de mes cousins a fait le tour des hôpitaux, cliniques et morgues à Oran le lendemain. Il a vu des corps méconnaissables. Il a été traumatisé à vie. Maman a fait de multiples démarches infructueuses sur place et voulait rester en Algérie au cas où papa reviendrait. La radio et le téléphone fonctionnaient très mal. Nous nous sentions coupés de tout, désemparés. Maman continuait de travailler pour se donner du courage et pour tenir physiquement et financièrement. Elle n'arrivait plus à assurer le quotidien à la maison. Ce sont mes grands-parents qui ont pris en charge ma dernière sœur âgée de 10 mois et qui nous préparait à manger. Je m'occupais de ma sœur âgée de 3 ans qui demandait tous les jours « Quand est-ce que papa va rentrer ?» Maman pleurait et me disait « C'est fichu, on ne reverra plus. » Je la consolais et je lui disais « Mais non, tu sais bien, papa est intelligent et rusé, il s'est peut-être caché quelque part et va nous refaire signe bientôt. » Je n'en étais pas convaincue, mais je ne voulais pas la voir pleurer. Le directeur de l'hôpital de Sidi Bel Abbès a fait pression sur maman afin qu'elle rentre en France avec ses enfants en raison de la dégradation de la situation. En septembre, il n'y avait plus d'école, plus de police, plus de magasins. En allant faire des courses en vélo, il m'est arrivé de recevoir des cailloux et des crachats. Moi qui avais des amis dans le voisinage et à l'école, de toute race confondue, je ne comprenais plus ce qui se passait. Pourquoi cette violence, cette haine et ce paysage de désolation? Contrainte, et pour retrouver le reste de la famille, nous avons pris l'avion à la Sénia à Oran, en catastrophe, pour atterrir à Toulouse en septembre 1962. Nous avons été accueillis à Mourinx, dans la famille qui était venue nous chercher à l'aéroport de Toulouse. Il fallait tout redémarrer à zéro, nous n'avions plus rien. Nous avons vécu ballottés d'une maison à l'autre, d'une famille à l'autre, ma mère et 6 enfants, dont un bébé de 11 mois, sans aucun soutien psychologique ni financier. En octobre 62, alors que nous avions démarré notre année scolaire à Mourinx, maman a obtenu un poste d'aide-soignante à l'hôpital de Lille. Nous avons été logés en centre de rapatriés à Marc-en-Barreuil, dans un appartement que nous partagions avec une autre famille que nous ne connaissions pas. Avec nos 2 valises et un ballot de linge d'été, l'internat pour moi, les changements d'école, l'hiver, la neige, le verglas, nous ne connaissions pas. Et devant les difficultés d'adaptation, maman a demandé sa mutation pour l'hôpital d'Angers, où nous avions déjà de la famille installée. Et c'est le 1er janvier 63, fameux hiver très froid en 63, que nous sommes arrivés en train à la gare d'Angers. Nous avons vécu à 3 familles dans la même maison, en attendant l'attribution d'un appartement. L'accueil des pieds noirs n'était pas des plus chaleureux. Nous étions soi-disant plein d'argent et avions obtenu beaucoup d'indemnités. Maman est allée dans une caserne d'Angers demander s'il pouvait nous dépanner en couverture, car nous nous couvrions avec nos vêtements et nous dormions sur des matelas par terre. La réponse a été non, car vous n'êtes pas veuve militaire. Ce sont les sœurs de l'hôpital où maman travaillait. Ce sont les sœurs de l'hôpital où maman travaillait qui ont donné des couvertures et qui ont été pour nous un vrai cadeau. Il faut dire que par manque d'informations, les métropolitains qui attendaient du travail ou un appartement nous en voulaient de leur prendre leur tour. Comment se reconstruire dans de telles conditions? Nous ne comptons plus les nuits sans sommeil, les moments de dépression, les recherches que maman et la famille continuaient de faire, les moments d'espoir suivis de grands désespoirs. Nous réalisons les efforts que maman a dû fournir pour nous élever du mieux possible, avec des périodes de haut et de grande baisse morale qui nous laissent des traces. Elle a demandé à travailler comme veilleuse de nuit pour gagner plus, pour subvenir à nos besoins et pour être présente avec nous dans la journée. Maman a d'ailleurs voulu en finir avec la vie, mais l'instinct de survie et la présence de ses enfants, son acharnement, son travail lui ont permis de tenir. Tout cela n'a pas manqué de nous perturber en tant qu'enfants. Enfants, nous ne sommes jamais partis en vacances.
Maman rentrait vite du travail car elle pensait que si papa revenait, elle devrait être là. Pour le 40e anniversaire de la disparition de papa, suite à mon témoignage sur le Courrier de l'Ouest et une conférence avec l'enfant Noma et Madame Geneviève de Ternan, cela nous a donné l'impulsion de parler de papa en famille, mot que nous n'arrivions plus à prononcer. Maman a émis l'idée pour ce tragique anniversaire de poser une plaque en sa mémoire, en la mémoire de papa, une plaque symbolique qui a apaisé maman et nous permet de dire il y a une trace. Cette guerre a marqué 5 générations. Nos arrière-grands-parents, nos parents, nos grands-parents, immigrés espagnols, nos parents, nous-mêmes et nos enfants. Aussi, par devoir de mémoire pour mon père, mon oncle et les 3000 personnes disparues le 5 juillet 62 à Oran, je poursuis mon combat sans agressivité et sans haine. Maman est toujours dans l'attente de nouvelles de papa. Il lui arrive encore de penser, lorsque la sonnette de son appartement retentit, que papa va apparaître devant sa porte. Nous avons toujours continué à faire des démarches depuis 1962 jusqu'à ce jour auprès des présidents de la République successifs et aux ministres concernés, sans beaucoup d'écho. Certains d'entre nous ont baissé les bras devant le peu de résultats. Nous ne voulons pas soulever de l'indifférence ou de la pitié ou de la haine. Au moment des faits, maman avait 40 ans, veuve avec 6 enfants, mon frère 18 ans, moi 15 ans, mes sœurs 12, 8 et 3 ans et 11 mois. J'en ai maintenant 64 et maman 88. Je suis déterminée à faire entendre notre vérité et à faire connaître ces exactions commises dans une totale indifférence. Il faut savoir que le 5 juillet 62, l'armée française avait reçu l'ordre du gouvernement français de ne pas intervenir. Puissions-nous obtenir des réponses avant que maman ne décède, ou moi-même, puisque je me bats contre un cancer depuis 4 ans. J'effectue mes démarches pour moi, mais aussi au nom de maman, qui ne s'en est jamais remise, de mon frère et de mes 4 sœurs, dont une qui avait 8 ans lors de l'exode et dans un état psychologique déplorable. Maman reste dans des souvenirs douloureux, tant en ce qui concerne papa que pour la santé de ma sœur, qu'elle craint ne pas pouvoir revoir avant son décès et ne s'octroie pas le droit d'être heureuse. C'est pourquoi il serait temps que l'opinion publique soit informée de toutes ces exactions dont personne ne veut assumer la responsabilité. Maman, mon frère et mes sœurs, nous nous sommes assumés grâce à notre travail. Nous voulions nous en sortir par nous-mêmes, grâce au goût de l'effort transmis par nos parents. Maman, âgée de 88 ans, vit toujours dans l'espoir qu'un jour peut-être elle saura la vérité avant de décéder. Nous avons obtenu cette année une réponse positive suite à mes requêtes au président Nicolas Sarkozy et à l'ONAC. Et depuis février 2012, les noms de papa et de mon oncle, ainsi que de 1585 personnes disparues, figurent au mémorial national du Quai Branly à Paris. Grâce aux recherches dans les archives secrètes effectuées par l'historien Jean-Jacques Jordi, la liste officielle des disparus a été établie et défile au mémorial du Quai Branly. Je termine en remerciant les journalistes qui nous ont entendus et qui ont eu le courage de publier nos témoignages, à Jean-Jacques Jordi pour toutes ses œuvres et son énorme travail de recherche. Tout cela engendre pour moi et pour toute la famille un grand soulagement et nous redonne espoir et nous aide à vivre, même si je suis consciente que la partie n'est pas encore gagnée. Mais nous avançons grâce à leur action et à notre ténacité. Il me reste encore une action, encore un dernier combat pour faire parler les archives afin de mettre un terme définitif à toutes nos démarches menées depuis 50 ans pour voir tourner cette page très très lourde. Merci encore à tous ceux qui participent à ces recherches. C'était merveilleux, parfaitement audible. Parce que malgré l'ambiance, c'était parfaitement audible. C'est merveilleux, madame. Vous allez voir ça dans la semaine prochaine, c'est sur le site, vous allez voir. Vous avez quelque chose à me dire? Qui a quelque chose à me dire? Vous avez quelque chose à me dire? Vous avez quelque chose à me dire? Allez-y. Je peux te lire l'extrait que tu veux. Absolument. Devant le micro. Car malgré le voix, ça passe très bien.
Je m'assois quand Je vais chercher le document. Je suis venu à 14 ans. Alors, essai de voix, est-ce que ça fonctionne bien? Ouais. Je suis ébloui là, je te raconte. Hein. Quand tu es ébloui, c'est que devant, c'est pas possible. Ok. Donc, essai de voix, ça fonctionne bien. Ton niveau sonore est bon là? Bon. Donc, le texte que je vais lire est extrait d'un projet de loi sur les Français d'Algérie et les exactions dont ils ont été victimes. Ce projet de loi a été rédigé mais jamais présenté par la précédente législature. Et il traite exclusivement, bien sûr, des massacres d'Oran qui ont eu lieu le 5 juillet 1962 à Oran. Donc je lis simplement ce texte pour que vous soyez juge de l'infamie. Les massacres d'Oran du 5 juillet 1962. Ils commencèrent dans la matinée du 5 juillet, le jour officiel de l'indépendance. Je rajoute, décidé par les nouvelles autorités. Ils prirent fin officiellement, ces massacres, le soir. Mais dans les centres de détention où ils avaient été rassemblés, la population d'origine européenne, les tueries continuèrent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Une fois obtenue la neutralité des forces françaises qui étaient cantonnées dans les casernes de la ville et dans le port, des unités militaires du nouveau pouvoir, du FLN, de la LN, accompagnées de civils venant de l'intérieur du pays et des quartiers périphériques, se répandirent dans tous les quartiers d'Oran, entrant dans les lieux publics, postes, restaurants, grands magasins, etc., en pillant tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Et en forçant aussi la porte des appartements privés, en rassemblant les habitants non musulmans. En fait, j'ouvre une parenthèse, une chasse aux faciès. Les habitants, bien sûr, désarmés, pour les emmener dans les commissariats ou dans d'autres centres de détention, comme les abattoirs d'Oran ou encore la prison civile. Là, ils les torturèrent, les tuèrent et les livrèrent à la foule qui les massacra, les lyncha, après les avoir torturés, avant de les jeter dans des fosses communes. Policiers et soldats français observaient les tueries qui avaient lieu parfois à quelques mètres de leur casernement, sans qu'aucun d'eux ne soit intervenu, et je rajoute, ceci à la demande du gouvernement gaulliste de l'époque. Les jours qui suivirent, la population d'Oran, qui était en majorité européenne, s'exila et quitta le pays en abandonnant tous ses biens. Le nombre des victimes du massacre d'Oran se compte en centaines, pratiquement 700. 700 morts, 700 tués ou disparus, 700 victimes. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des civils. Il s'agissait bien sûr de terroriser et de faire fuir du pays les habitants de la plus grande ville européenne d'Algérie après Alger. De la même manière, les massacres, moins spectaculaires, commis dans l'Algérois et le Constantinois, aboutit à l'exil des populations non musulmanes. Le gouvernement français s'étant
opposés au rapatriement des harkis et de leurs familles. Les Européens, qui étaient prêts à vivre sur le territoire d'une Algérie nouvelle et indépendante, y renoncèrent alors. En quelques semaines, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, de non-musulmans, pratiquement 1 million, qui fuirent le pays victimes de cette stratégie d'épuration ethnique pratiquée par le FLN et son armée. Cette politique fondée sur le programme nationaliste arabo-islamiste des années 30, qui consistait à prôner une Algérie indépendante et uniquement arabo-musulmane, fut mise en œuvre sciemment par une politique de terreur systématique. Voilà, le massacre d'Oran va préfigurer le grand nettoyage ethnique qui transforma définitivement l'Algérie en pays indépendant avec cette tâche. Merci.